Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time for Africa. Au sommaire, la situation du Mali fait couler beaucoup d'encre au Sénégal. Ousmane Sonko et les panafricanistes se sont indignés des sanctions de la CEDEAO sur le Mali. La campagne électorale, les scènes de violence se poursuivent. À Mour, 5 blessés, dont 2 graves, ont été enregistrés ce mardi. La journée mondiale de merci est célébrée ce 11 janvier, un mot polysémique qui est souvent négligé. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Les sanctions de la CEDEAO sur le Mali se feront ressentir du côté du Sénégal, même si le Mali est le principal concerné. Tels sont les avis de certains Sénégalais rencontrés par Barthélémy Kolu et Elas Diouf. La situation qui prévaut au Mali intéresse certains citoyens sénégalais. Pour eux, ces lourdes sanctions infligées par l'organisation sous-régionale la CEDEAO est une manière de faire respecter le protocole de signature. Oui, quand on regarde du point de vue des règles internationales, ça arrange bien le Sénégal parce que tout simplement le Sénégal s'est engagé dans des accords internationaux au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, mais aussi au niveau international, au niveau de l'ONU. Donc les sanctions qui sont prises dans le cadre de la CEDEAO et dans le cadre de l'UEMOA, ça correspond effectivement au respect de ces règles internationales. Donc c'est bien que le Sénégal puisse respecter les règles internationales. Ces sanctions pourront avoir un impact négatif non seulement économique mais aussi sur le plan humanitaire au Mali. Premièrement, je condamne les sanctions. Je le condamne fermement. Même s'il y a des répercussions économiques du côté sénégal, mais ça peut jouer favorablement sur le plan humanitaire au niveau du Mali. Hein? Ouais. Ça, je ne suis pas d'accord, franchement. Je le condamne fermement. Économiquement, la situation au Mali ne pourra pas profiter le Sénégal. Quand on regarde du point de vue économique, j'ai lu quelque part hier que le Sénégal risque de faire de 400 et quelques milliards dans le cadre des transactions des puits pour le Mali. Ça, au moment où nous nous trouvons, on aura besoin de ces 400 milliards. Hein. Ce n'est pas vraiment tout profitable du point de vue économique. Mais si c'est le sacrifice à faire pour respecter ces engagements, l'engagement est sacré quand même. Hein. Pour éviter de créer une situation chaotique sur le plan économique et humanitaire au Mali, la meilleure solution c'est de dialoguer. Parlons toujours de ces sanctions économiques infligées au Mali pour le candidat de PASTEF, Ousmane Sonko. Il a fait l'annonce hier, Ousmane Sonko, qui veut briguer la mairie de Ziguinchor, tire à boulet rouge sur cette CEDEAO. Sur sa page Facebook, il a dénoncé ces mesures qu'il juge très sévères sur le peuple malien. Selon Ousmane Sonko, la CEDEAO est tenue pour être responsable de toutes conséquences que subira le peuple malien. Toujours parlant de ces sanctions économiques sur le Mali, les panafricanistes ont haussé le ton. Khadim Mbacké Sall, vice-coordinateur urgence panafricaniste au Sénégal, tape sur la table et juge très sévères ces mesures infligées sur le Mali. Il est joint au téléphone d'Aminata Kor. La décision de la CEDEAO envers le peuple malien est une décision que nous considérons sévère et injuste et que nous condamnons avec la plus grande fermeté à Urgence panafricaniste. Nous estimons que le Mali est un pays souverain qui a le droit de choisir sa propre destinée. Mais aujourd'hui, cette décision de la CEDEAO, c'est une décision qui ne nous surprend guère parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la CEDEAO est une entité qui est manipulée par l'impérialisme français. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des coups d'État constitutionnels, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara qui a brigué un 3e mandat anticonstitutionnel, la CEDEAO ne s'est pas prononcée, la CEDEAO n'a pas sanctionné. Lorsqu'il y a eu un coup d'État au Tchad, les chefs d'État africains également ne se sont pas prononcés là-dessus. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Mali, c'est vrai qu'il y a eu un coup d'État, mais un coup d'État qu'on peut qualifier d'un coup d'État populaire, parce qu'il y avait un régime en face qui ne répondait pas en réalité aux aspirations du peuple, et le peuple a décidé tout simplement de prendre en main sa propre destinée et de se défaire de ce régime-là qui était le régime de Ibeka. Donc aujourd'hui, nous savons tous
qu'en réalité, cette décision de la CEDEAO, c'est pas une décision qui a été motivée par une quelconque durée de la transition malienne qu'ils ont considérée comme longue, mais c'est tout simplement aujourd'hui, le Mali a des aspirations souverainistes. Aujourd'hui, le Mali a décidé, le peuple malien, depuis bien longtemps, a décidé qu'il ne voulait plus des bases militaires françaises, notamment qui sont présentes sur leur territoire depuis maintenant plusieurs années et qui n'arrivent pas à protéger les populations maliennes. Parlons à présent de la campagne électorale au Sénégal. Après Ziguinchor, le candidat de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko, a rendu visite son ami Siaga à Bodian dans la commune de Niaguis. Occasion saisie pour le leader de PASTEF de présenter l'importance de son programme. Je vous propose de l'écouter. Ce que je peux vous dire est que Siaga Badio est votre fils, un fils expérimenté, un enseignant, un professeur. Il est digne d'être maire dans cette commune de Niaguis. Il a l'expérience et il peut vous apporter beaucoup de choses. Il a un bon programme. Et ce que je peux vous dire est que Niaguis est un enjeu national. Le seul bon projet de Macky Sall, c'est l'agropole sud. Parce que moi-même, les agropoles font partie de mes programmes phares. Certainement, c'est dans mon programme de 2019 qu'il l'a copié. Les prédateurs fonciers vont s'arracher vos terres. Ils sont très nombreux à venir ici pour voler vos terres. Je vous dis, si Niaguis n'a pas un maire véridique qui ose dire non au président de la République d'ici 5 ans, vous serez des étrangers chez vous parce qu'ils vont morceler toutes vos terres et se les partager. Campagne électorale, toujours les violences notées depuis le début de la campagne électorale se poursuivent. À Mbour, 5 blessés, dont 2 graves, et le bilan enregistré ce mardi. Des affrontements se sont déroulés entre les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Sira Ndiaye et ceux de Yewwi Askan Wi d'Abdoulaye Tall. À quelques jours des élections locales, plus de 5 371 cartes d'électeurs sur un total de 11 286 nouvellement confectionnées dans le département de Kaffrine attendent toujours leur propriétaire. Une annonce d'Omar Diba, adjoint du préfet de Kaffrine. La campagne électorale est un moment propice pour les vendeurs de voitures. Entre location et vente, ils profitent bien de cette occasion pour gagner beaucoup d'argent. Toutefois, il y a des risques. C'est un reportage d'Ousmane Nia et de Matar Diarra. Il est vendeur et loue des voitures. En cette période de campagne pour les élections locales, il en profite pour bien y trouver son compte. Pour le moment de campagne, nous avons presque 10 voitures pour les campagnes, ceux qui font la campagne, mais avec garantie quoi. Tu fais une garantie, tu déposes une caution pour une garantie. Après, on te loue la voiture, quoi. Et on a livré des voitures pour la campagne. Nous avons livré plus de 10 voitures pour la campagne, quoi. Pour ce concessionnaire, les élections locales sont une occasion pour lui de bien gagner beaucoup d'argent, mais il craint certains risques. Nous louons des voitures, mais il y a des risques. Louer une voiture de 6 millions ou 7 millions, on peut la gâter. Tu vois, c'est un peu risqué. Autre chose, durant ces moments, il y a un manque d'organisation dans la location de voitures. Tu sais, le fait de louer des voitures n'est pas facile. On doit l'organiser parce qu'il y a un désordre. Ainsi de suite. D'après ces voitures, la location de voitures, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais n'empêche, avec les campagnes, les leaders politiques ont besoin de louer des voitures pour faciliter leur déplacement. La journée mondiale de merci est célébrée aujourd'hui 11 janvier dans le monde entier. Un acte souvent négligé par beaucoup de personnes. Alors que ce geste a beaucoup de chance, je propose de suivre le micro-trottoir réalisé par Barthélémy Colly et de Elas Diouf. Oui, d'abord l'importance de merci. Merci, c'est un acte noble, c'est une parole noble. La parole c'est un geste de bonheur, de bonté. Le fait d'avoir merci, c'est un acte civique. C'est très important de dire merci. Même quand on vous fait mal, vous allez dire merci, quoi. Ça, bon, c'est bon, hein? Merci encore. Mais c'est une gentillesse si quelqu'un fait des choses bien. Il faut le remercier. C'est bien de dire merci. Merci, c'est comme Allah nous dit Bismillah rahman alhamdulillah. Ça veut dire bolem tianti ñent ñel na sunu borom subhanahu wa ta'ala. C'est même Allah nous recommande. Si quelqu'un te donne quelque chose de bien, il faut le remercier. Merci, Yalla mom nako, doomu adama mom nako.
ndax bu dul dara tey sunu borom bu la defalee jëf ju baax moo xam lu bon la wala lu dara da ngay nangu ndogal li sabab lu waat sunu borom remercier ko ci nattu bu mu la teg nattu yi nag dafa bëri façon mun na doon nattu mbégte ak nattu boo xam te ne nakaar la lu ci mënta ñëw da ngay sant sunu borom xam ne dafa gën ci yow ba pare tamit nit ki ak lépp lu mu la mënta defal bu dee lu baax da nga koy sant nga gërëm ko te yàlla tax. C'est très important parce que ça fait partie des valeurs et des principes d'une personne. Ça rentre dans les cadres du respect. Donc dire merci à quelqu'un, pour certaines personnes, ça dépend des cultures, mais pour certaines personnes, ça représente rien, pour d'autres personnes, ça représente quelque chose. Mais pour moi, enfin, dire merci à quelqu'un, c'est important, quoi. C'est un signe de gentillesse. C'est important qu'on célèbre cette journée. Mais ça devrait, pour moi, ça ne devrait pas forcément être une journée, mais quelque chose de long, quoi. Une année, quelque chose, pas seulement une journée, parce que c'est important. Il faut tout le temps être reconnaissant. C'est complexé. C'est décomplexé. D'avoir dire merci à quelqu'un, c'est un geste noble. Comme le dit, bon, c'est un acte de patriote. Ouais, merci, c'est quelque chose de grandiose. Donc, on doit avoir l'habitude de dire merci aux gens. Comme vous, merci. Non, merci, mais c'est Dieu qui nous a recommandé ça. Tu n'as pas vu le surat Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça veut dire si tu me donnes quelque chose de bien, il faut que je te remercie. Allah me permette de dire ça à mon prochain. S'il m'a fait quelque chose de bien, je le remercie et j'ai fait des doigts pour lui. À présent, la page internationale au Mali, c'est le choc après les sanctions économiques infligées par la CEDEAO. En Guinée, le gouvernement appelle les partis politiques pour parler de la transition à Guantanamo. 20 ans après, la torture empêche tout procès. Les détails avec Basile Lognan. Nous démarrons l'actualité internationale. Le Mali est encore sous le choc après les sanctions économiques annoncées dimanche par la CEDEAO pour faire plier la junte au pouvoir. Elles interviennent dans un pays où l'activité était déjà au ralenti. Fermer les frontières d'un pays exsangue, esclavé et si dépendant de l'aide extérieure paralyse l'ensemble de la population. Pour rejoindre les deux bouts, les ménages comptent sur les transfert de la diaspora et l'État sur la Banque mondiale. C'est le premier donateur du Mali car elle fournit bonnement une aide représentant le quart de son budget de l'État en coupant les circuits physiques et financiers. L'argent, le sang de l'économie pourrait finir par manquer, une hypothèse à prendre au sérieux d'après les économistes qui pourrait se concrétiser d'ici quelques semaines. Cette perspective est une calamité pour le Mali, mais ce n'est pas la cause de ces déboires économiques. Et puis en Guinée, sous la pression des partis politiques guinéennes, le gouvernement à travers le ministre de l'administration du territoire, également tutelle des partis politiques, a invité les acteurs à une rencontre pour parler de la transition en cours dans le pays. Une rencontre qui a duré plus de 3 heures sous la présidence de Mori Kondé, ministre de l'administration territoriale. Plus de 180 partis politiques sont concernés par ce dialogue avec le gouvernement, mais en réalité moins d'une dizaine sont représentatifs dans le pays. Terminons cette actualité. C'était il y a tout juste 20 ans après les attentats du 11 septembre qui ont fait 2977 morts. Le président américain George Bush lance la guerre contre Al-Qaïda et son chef Ben Laden le 11 janvier 2002. Les 20 premiers prisonniers arrivent au camp de détention américain sur la base américaine de Guantanamo. Les images qui ont marqué le monde entier, les détenus affluent de combinaisons orange enchaînées étaient photographiés dans des cages grillagées. C'est le camp X-ray, des images qui ont symbolisé les détentions arbitraires, la torture et autres violations de droits de l'homme commises par les États-Unis au nom de ce qu'ils appellent la guerre contre le terrorisme. La page sport avec Fatou Dieng. On va parler de la première journée de la CAN. Le Sénégal est suivi de la Guinée vainqueur devant en Malawi 1-0. Les réactions de Sadio Mané, Sénédian et de Bounassar. L'Algérie but d'entrée contre l'équipe sierra-léonaise. On va parler aussi du basketball. Les détails dans cet élément.
Nous démarrons l'actualité sportive avec la CAN. Après les avertissements, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, passe à l'acte. Le régulateur de l'audiovisuel met en demeure la RFM, Rewmi FM et Africa 7 qui n'ont pas respecté l'exclusivité accordée à la RTS dans la diffusion des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Au lendemain de la victoire face au Zimbabwe, le Sénégal s'est entraîné aujourd'hui à 15h au terrain d'entraînement de l'hôtel Tagedor Garden. Dans le groupe d'aujourd'hui, le sélectionneur n'a compté que sur 19 joueurs avec l'arrivée d'Alfred Gomis et de Mama Babacham qui étaient retenus au Sénégal après avoir été testés au Covid-19. C'est sur la plus petite des marques que le Sénégal a fini par s'imposer devant le Zimbabwe 1-0. Tenu en échec durant tout le temps réglementaire, les Lions de la Teranga ont obtenu un penalty à la 95e minute transformé par Sadio Mané. Ce dernier reconnaît la difficulté de son équipe. Malgré cela, Bouna Sarr veut enchaîner les victoires. Une première titularisation à la fois inattendue et inespérée à une Coupe d'Afrique. Le troisième gardien du but du Sénégal, Sénidia, dit avoir joué comme d'habitude. Je pense qu'on s'attendait à ce genre de match. Vous savez, la Coupe d'Afrique c'est une autre compétition. La meilleure n'est pas tout le temps, c'est les gagnants de la compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, pendant les 25 premiers mi-temps, on a très bien joué, on s'est créé pas mal d'occasions. Et bon, finalement, personnellement, j'arrête à une grosse occasion. Et on aurait dû marquer 3 buts. Je pense que bon, c'était pas le cas et ça nous a failli coûter le match. Mais bon, après, on a su gérer mentalement du début jusqu'à la fin. On s'est dit qu'il y a moins. Le match n'est pas fini jusqu'à la 95e minute et ça a été le cas. Au final, on a marqué un but. Je pense que dans l'ensemble du match, on a mérité de gagner. Facile, mais bon, je pense qu'on avait les opportunités déjà en première mi-temps de pouvoir marquer. On marque à la fin du match. Dans l'ensemble de la physionomie du match, c'est pas démérité non plus, mais ça montre qu'on a du caractère, on a su pousser jusqu'au bout et pour aller chercher cette victoire. Je suis très fier pour avoir joué pour le Sénégal, pour mon père, et ça me fait très content. Après le sacre de l'équipe nationale du Sénégal, le coach de la Guinée, prochain adversaire des Lions de la Teranga, jette déjà des pics. Je sais que le Sénégal, avec Aliou Cissé, est une grande équipe. Et ils ont aussi Sadio Mané. On a vu leur match gagné par un seul penalty. Voilà, ce qu'on peut dire que le Sénégal est une grande équipe et il est toujours avantagé par les arbitres. L'autre grand favori de la CAN, par ailleurs champion d'Afrique en titre, était très attendu aujourd'hui et est tenu en échec par la Sierra Leone. À présent, le basketball. Lors de l'Assemblée générale d'information tenue ce week-end, le président de l'ASC Ville de Dakar, Ibrahima Yatma Diaw, a dressé le bilan de la saison 2020-2021. Il a également évoqué les départs massifs des joueuses qui ne profitent pas au club, d'où l'importance d'interpeller la fédération sur le statut amateur du basket sénégalais qu'il faut impérativement changer. Pour rappel, le tirage au sort des poules du championnat national de basket 2021-2022 a été effectué. À moins de 18 jours du démarrage, la Fédération sénégalaise de basketball a dévoilé les différents groupes. Le championnat se jouera en 2 poules chez les dames comme pour les hommes. Ainsi, pour le championnat féminin composé de 14 pays, la compétition se déroulera en 2 poules de 7 équipes. Poule A, l'AS Ville de Dakar, Saint-Louis Basket Club, Djaraf, Debalok, CMT Ziguinchor, ASEC Bob, Guédiawaye Basket Academy nouvellement promu. Pour la poule B, Dakar University Club, Isaac Sport, ASFO, Jeanne d'Arc, UGB, Mour Basket Club et Flying Star est aussi promu. Chez les hommes, ces équipes vont discuter le titre. Ils seront également répartis en 2 groupes de 8. Poule A, le Duc, champion en titre et représentant du Sénégal à la basket africaine League Ball, l'AS Ville de Dakar, la Jeanne d'Arc, l'ASC Thiès, l'US Rail, Louga BC, BOP et US Port nouvellement promus. Pour le poule B, l'AS Douane, Saint-Louis Basket Club, l'US Wakam, l'ASFA,
Sibac, Mermoz BC, l'UGB et enfin l'Union sportive des Parcelles Assainies. Après ce cap du tirage au sort, reste maintenant à dévoiler le calendrier de la compétition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.